Kian Abibian, bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-iranien, cofondateur de We Are Iranian Students. C'est une association qui sensibilise la communauté internationale à la défense des droits du peuple iranien, mais aussi à la défense des étudiants iraniens. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous, de nous donner votre regard sur ce qui se déroule en ce moment en Iran. Alors depuis 24 heures, il y a ces scènes, on voit des centaines de milliers de personnes rassemblées pour rendre hommage au guide suprême assassiné, des appels à la vengeance, c'est ce qu'on a entendu hier. De quoi est-ce précisément la démonstration selon vous? Je pense qu'à travers cet événement, et cette organisation, la République islamique, elle essaye de montrer qu'elle est encore vivante et elle souhaite également montrer son unité. De ce qu'on entend depuis le terrain, donc les étudiants avec lesquels nous sommes en contact, beaucoup nous parlent d'une scission qui paraît de plus en plus évidente au sein même du système, avec d'un côté les mollahs et la République islamique et de l'autre côté les gardiens de la révolution. Mmh. Et donc, bien évidemment que, au vu de l'ampleur de cette scission, ils vont essayer de montrer une unité et aussi un soutien populaire, mais qui, je tiens à le préciser, n'existe pas. Parce que ce gouvernement a annoncé il y a 2 jours qu'ils attendaient entre 15 et 20 millions de Mmh. personnes à Téhéran. 15 millions, c'est la population de Téhéran. Je vois mal comment est-ce qu'ils ont réussi à mobiliser la totalité de la ville, sachant qu'on a vu des bouchons monstres à la sortie de la ville de gens qui souhaitaient la quitter. On sait de l'autre côté qu'ils déploient très souvent des moyens logistiques disproportionnés pour rameuter leurs partisans. Et admettons quand bien même qu'ils aient atteint leurs 15 millions, sur une population de 92 millions, il ne me semble pas que ça représente la majorité. Donc moi, en tant que cofondateur d'une association de défense des droits de l'homme qui essaye de défendre le droit de ces manifestants à s'exprimer, à pouvoir avoir aussi une voix, je me demande en fait qui va représenter cette part silencieuse. C'est vrai qu'on comprend la volonté du régime de vouloir montrer que toute une population le soutient, qu'il est solide malgré les tentatives de l'ennemi, pour reprendre les termes du régime, de l'ennemi américain et de l'ennemi israélien, ce sont d'autres termes qu'ils emploient bien évidemment. Malgré cela, on voit, on a les images de notre correspondant sur place, on voit qu'il y a quand même une population bigarrée qui assiste à ce rassemblement. C'est pas seulement une population très religieuse qui suit le régime. Il y a quand même un élan populaire qui est là. Alors, l'Iran est un pays assez complexe. Comme je le disais, il y a plus de 90 millions de personnes qui y vivent et dans les 10% à peu près qui représentent la frange dure qui est vraiment convaincue par le discours du régime, tous ne sont pas religieux. Beaucoup le sont aussi par intérêt économique. Beaucoup ont des entreprises dont la survie dépend des gardiens de la Révolution, par exemple. Et puis, il y a tous ceux qui sont là par idéologie. Et puis, la dernière catégorie, c'est ceux qui ont vu leur fidélité être achetée par le régime. Je pense notamment aux agriculteurs qui représentent une frange importante en général dans les contestations dans différents pays. Ça fait des années que la République islamique, par des subventions assez faciles, mal gérées, s'assure en fait du soutien des agriculteurs en Iran. De l'autre côté, vous allez également avoir dans les 90% de gens qui en ont marre de la République islamique et qui souhaitent la voir partir, vous allez aussi avoir une diversité d'opinions. De toute façon, dans tous les cas, tant qu'il n'y aura pas de cadre démocratique qui permettra à cette population de s'exprimer librement, on pourra difficilement savoir qui dit quoi. Parce que c'est vrai Sévoch Gazi, qui était avec nous sur ce plateau la semaine dernière, nous rappelait à quel point les Iraniens aiment leur pays, c'est leur patrie. Il y a un patriotisme qui est très très fort. Ils soutiennent leur terre à laquelle ils sont parfaitement attachés. Ils font un distinguo bien évidemment avec le régime. On a vu que cette guerre aura pu peut-être être un point de bascule pour eux, parce qu'il y a quand même des bavures, des bombardements absolument choquants qui ont été faits. Je pense notamment à des écoles, à des lieux pour les étudiants, mais aussi des usines de fabrique de médicaments. La société civile a été touchée par ces bombardements israéliens et américains. Est-ce que du coup, elle n'a pas d'autre choix que de se tourner vers le seul qui reste en place, qui est fort, qui est ce régime iranien? Je ne pense pas que malgré l'horreur et la peur autour des bombardements, et vous parliez de Minob par exemple, où plus d'une centaine d'enfants ont été tués dans le bombardement, je ne pense pas que les Iraniens vont se retourner vers leurs bourreaux. Parce qu'on parle du choc de cette séquence guerrière, on peut également parler du choc des 8 et 9 janvier, où en l'espace de 48 heures, d'après les sources qu'on a de réseaux de médecins à l'intérieur de l'Iran, on parle d'au moins 36 000 personnes tuées en 48 heures. Donc, je ne pense pas qu'ils vont se retourner vers eux. Certains ont bien évidemment eu peur, c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement dangereux comme situation, mais on l'entendait dans des témoignages, en fait,
lorsqu'il y a eu l'annonce, par exemple, de la mort de Khamenei, il y a eu un soulagement. Pour beaucoup d'Iraniens, il y a eu un soulagement parce qu'ils étaient entrés vraiment dans une phase d'état dépressif suite à ce qu'ils ont vu début janvier. Alors, bien sûr, ils ont conscience que ça ne règle pas le souci, mais l'espace d'un instant, ils ont eu un soulagement. Un ouf de soulagement, le dictateur est enfin tombé. Et je pense que ça illustre très bien la complexité de la vie qu'ils sont en train de mener actuellement. Et de manière globale, je pense que la rupture a été beaucoup plus forte en janvier que pendant l'épisode guerrier qui a débuté fin février. Oui, il y a un dictateur qui est tombé, effectivement, mais derrière, rien ne s'est passé. Le régime est resté en place, il a su se renouveler, même si là, on a un grand absent, Mojtaba, qui n'est pas là. On se demande combien de temps encore un régime peut tenir sans montrer son guide suprême. Et puis, il y a la communauté internationale aussi, qui a été absolument absente dès le mois de janvier, qui ne s'est pas manifestée. Et ça, c'est une immense désolation pour les Iraniens, parce qu'ils n'ont personne vers qui se tourner, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Exactement. Vous avez à peu près résumé la situation pour les Iraniens. C'est-à-dire que ça fait 47 ans qu'ils vivent sous une dictature religieuse. Ça fait depuis quelques années, à travers différents épisodes de révolte, qu'ils sont abandonnés par la communauté internationale, qui ne fait rien de mieux que tweeter. C'est bien beau de tweeter en 2022 « Femme, vie, liberté ». C'est bien beau de dire que nous voyons nos frères et nos sœurs iraniens, mais bon, si on ne fait rien derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Donc en fait, ils sont abandonnés par tout le monde. Mais de l'autre côté, j'ai envie de vous dire que c'est une population résiliente. C'est la plus vieille civilisation de la région. C'est un pays de 92 millions d'habitants qui, comme vous le disiez, est extrêmement fier de son histoire, de sa diversité aussi, et qui va continuer de combattre. Dès que Internet est revenu à l'intérieur de l'Iran, on pouvait déjà voir des étudiants en train de manifester pour les conditions dans lesquelles ils étaient obligés de passer le concours national. On a pu voir un manifestant qui a été, même pas un manifestant, pardon, un passant, qui a été tué par des bassidjis dans la rue parce qu'il écoutait de la musique trop forte. Et donc, tout de suite, les gens sont entrés dans la rue. Donc, c'est par ces petits mouvements-là aussi que les Iraniens testent la capacité de résistance du régime. Et nous le savons parce que nous avons l'honneur de travailler avec ces Iraniens à l'intérieur, que, en fait, tout se passe à l'intérieur. Le régime a raison d'avoir peur de sa population parce qu'elle est résiliente, parce qu'elle ne va pas lâcher et parce qu'elle est destinée à une vie meilleure. Oui, on voit depuis des années les actes de résistance qui sont dans des toutes petites choses. Ça peut être du vernis, qui semblent vraiment anodines pour des Occidentaux, mais qui sont vraiment des actes de résistance pour les Iraniens. Siavosh Gazi nous parlait aussi. Il nous dit, on a l'impression qu'il y a un semblant de vent de liberté qui souffle, un relâchement du régime, parce que je vois de plus en plus, par exemple, de jeunes femmes non voilées sur des scooters, par exemple. On sent effectivement que peut-être que le régime a compris que pour éviter la contestation, il allait falloir relâcher un peu de l'Est pour l'instant, en attendant que cette période de transition se mette en place. Alors j'apporterai quand même une nuance importante à ce propos. Ce propos laisserait sous-entendre que c'est la République islamique qui est en train de changer, mais ce n'est pas la République islamique qui change. Pourquoi est-ce qu'elle ne change pas? Parce que depuis janvier, le régime lui-même a admis avoir tué à peu près 7000 personnes. Rien que ce chiffre-là, si on se base sur celui-ci, il est quand même fou en 48 heures. D'après eux, c'est un chiffre acceptable à annoncer au reste du monde. Ils ont également annoncé avoir arrêté plus de 6500 personnes. La fondation Borumand a annoncé plus de 650 exécutions depuis le début de l'année. Donc la répression n'a pas changé. Ce qui a changé, les actes de désobéissance civile qu'on voit, c'est le résultat de la désobéissance civile qu'on a pu voir les années précédentes, avec les manifestations de 2009, de 2019, le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui a brisé des verrous dans la société iranienne. Ces femmes qui sortent sans voile, elles prennent quand même un risque. Alors bien évidemment qu'il y a des quartiers plus tolérants que d'autres, mais la police des mœurs existe toujours. Les gardiens de la révolution existent toujours. Donc c'est vraiment le résultat de l'effort et du courage de la société civile iranienne et non pas d'un laxisme de la République islamique. Et qui conforte le fait que, ce que l'on répète depuis plusieurs mois, la transformation au sommet de l'État se fera par les Iraniens et ne se fera pas par des forces extérieures. Au cours de l'histoire, les plus grandes révolutions, les plus grandes révoltes, toutes celles qui ont réussi à faire tomber une dictature, ont commencé à l'intérieur. Si je prends même l'exemple de la France, puisque certains font le parallèle, c'est par des actes de résistance qu'on a pu convaincre des alliés de venir nous aider. Évidemment qu'un soutien peut-être logistique de la communauté internationale est souhaitable. Pour rappel, les Iraniens, pour certains, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau. Il y aura beaucoup de gens qui sont blessés, qui n'osent pas aller dans les hôpitaux. Donc évidemment que dans cette mesure-là, l'aide est souhaitable. Mais bien évidemment aussi de l'autre côté que nul autre que les Iraniens peuvent faire ce travail-là, de combattre le régime, parce qu'il semblerait qu'ils sont les seuls à comprendre
la nature de ce régime. Là où, à mon avis, beaucoup de pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis et leurs alliés se trompent, c'est qu'ils pensent connaître la République islamique. Sauf qu'on le voit dans leur positionnement, dans leurs déclarations, qu'ils sont très souvent à côté de la plaque. À l'inverse, la République islamique, elle, a très bien compris comment fonctionnent ces pays-là. C'est pour ça qu'ils ont des capacités d'ingérence dans des organisations, dans des partis politiques, qu'ils arrivent à faire tout doucement couler leur narratif dans nos discussions. Là où, à l'inverse, nos discussions que nous avons ici dans un espace démocratique n'existent pas en Iran, parce qu'ils ont verrouillé toutes ces voies. Donc évidemment qu'il faut se reposer sur cette société civile. Et je pense que la France, par exemple, qui est quand même le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, saurait peut-être être à l'initiative de démarches qui permettraient à cette société civile de s'exprimer, d'avoir un espace qui lui permettrait de se constituer opposition, de créer des idées et de venir avec des propositions concrètes. Donc tant que ce travail ne sera pas fait, ce sera très dur pour les Iraniens à l'intérieur, mais également la diaspora à l'extérieur de s'exprimer, tant qu'elle n'aura pas cet espace qui lui permettra de prendre forme concrètement. On sait que la difficulté aujourd'hui pour les Iraniens aussi, elle est économique, elle est sociale. Alors c'est vrai que cet accord cadre prévoit à l'Iran régime de récupérer les fonds bloqués. Quand on entend ça, on se dit ah mais c'est une victoire pour le régime. C'est quand même une victoire aussi pour les Iraniens. Ça va être nécessaire de réinsuffler cet argent dans l'économie iranienne. Ils ont besoin de ça aussi. On est dans un pays qui survit aujourd'hui, des Iraniens qui survivent au quotidien. Oui, tout à fait. L'inflation est galopante dans le pays. Beaucoup nous disent que c'est très dur de faire les courses. Il y a de moins en moins de médicaments. Donc, la population est passée en mode survie. Heureusement, ils prennent soin les uns des autres à l'intérieur du pays. Au vu des discussions qui ont eu lieu entre les 300 milliards annoncés, la levée des sanctions et du gel des avoirs à l'étranger, aujourd'hui, dans l'économie iranienne, les gardiens de la révolution ont quand même une emprise quasi totale sur les secteurs clés. Pas sur la totalité, sur les secteurs clés. Vous parlez de la scission tout à l'heure, effectivement. Oui. Ça veut dire que c'est quelle perspective pour le pays à l'aune de cette scission ? Eh ben, c'est justement la question, c'est déjà voir vers qui va aller cet argent. On sait qu'au vu des infrastructures et des entreprises contrôlées, ça ira sans doute dans les poches des gardiens de la Révolution. Mais admettons un instant que toutes les sanctions soient levées et que l'argent soit réparti équitablement à l'intérieur de la population. Il reste quand même des problèmes de structure. La monnaie iranienne s'est effondrée. La banque centrale iranienne continue d'augmenter son taux d'intérêt. On a des néobanques, des petites banques qui continuent de déclarer leur état de faillite, et ce sont ces mêmes banques qui vont emprunter auprès des plus grandes institutions bancaires. Et puis, il y a le sujet de fond, c'est celui de la corruption. Ils ne vont pas pouvoir se débarrasser de la corruption, ils ne vont pas pouvoir, en un claquement de doigts, régler les soucis logistiques liés à la gestion de l'eau, de l'électricité dans le pays. Donc en fait, c'est bien beau de dire qu'il y aura 300 milliards, mais la population n'a ni la garantie que cet argent va aller dans leur poche, ni que cet argent va servir ne serait-ce qu'au régime pour réparer ses infrastructures. Et puis dernièrement, en fait, quand bien même ils ont cet argent, beaucoup nous disent, mais en fait, pourquoi est-ce que j'accepterais cet argent lorsqu'ils ont massacré autant de gens ? Ma dignité n'est pas à acheter. Je ne peux pas oublier mes frères et sœurs qui sont allés dans la rue. Et donc, pour toutes ces raisons, je vois mal comment est-ce que ça pourrait être une victoire du point de vue de la société civile. Alors, j'entends très bien que ça le soit pour la République islamique qui obtient bien plus que ce qu'elle souhaitait. Mais d'un point de vue de la société civile, le problème reste le même. Quel avenir à moyen terme voyez-vous pour l'Iran ? Alors qu'on est dans ce cessez-le-feu fragile, ces démonstrations de la part du régime iranien, est-ce qu'on va rester dans un statu quo ou est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a ces petites flammes de résistance qui vont pouvoir se rallumer ? Les flammes, elles vont continuer à exister. Tant qu'il y aura une femme qui va oser sortir sans son voile, tant qu'il y aura une personne qui va oser chanter en public, alors l'espoir continue de vivre. Les Iraniens n'oublient pas, comme vous le disiez, ils sont attachés à leur histoire, donc ils ont une mémoire très longue. Et donc, ils ne sont pas prêts de lâcher cette affaire. Et au vu de, j'ai envie de dire, de la lâcheté des Occidentaux, c'est-à-dire l'abandon total qu'ils ont subi, beaucoup nous disent en fait que ce soit avec ou sans vous, on finira par gagner. On va trouver notre voie. Et beaucoup se reposent aussi sur cette jeunesse qui représente une majorité démographique aussi du pays, parce qu'elle incarne cette diversité, cet espoir, ce vent nouveau qui pourrait arriver dans le pays. Kian Bibian, merci beaucoup d'avoir été Merci avec nous sur ce plateau, d'avoir parlé au nom de cette société civile, même comme si vous l'avez rappelé, elle est hétéroclite, donc on ne peut pas parler évidemment tout au nom de toute cette société civile. Merci à vous. Merci.